Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un bouquin. Un bouquin qui s'appelle Bullshit Job de David Graeber. Et comme vous voyez, il est un peu abîmé parce que je l'ai lu plusieurs fois et ce bouquin, pour moi, est super intéressant. Alors, David Graeber, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Voilà. C'était un espèce de militant anarchiste qui était très, très, très intéressé par les enjeux de pouvoir, etc. Et qui a travaillé sur ce phénomène des jobs à la con, comme le dit le traducteur français. Et j'aime bien la traduction en français, bullshit job, donc enfin bullshit c'est de la merde quoi, ouais. Job de merde, mais job à la con, je trouve que c'est plus, ça sonne mieux. Et en fait, c'est simplement, il a publié un article sur le sujet, et puis comme il y a eu polémique, etc., il a écrit le livre à la suite de ça. Euh, et franchement, ce livre est super intéressant. Je pense que c'est le seul qui parle vraiment de ce phénomène de société et qui touche beaucoup de gens. Moi, j'ai pas été vraiment concerné par ça, mais par contre, j'ai vu plein de gens dans mon entourage qui étaient concernés par les jobs à la con. Et moi, en fait, toute ma carrière a été consacrée à ne pas être concerné par ce bouquin. Et c'est pour ça que ce bouquin, je le trouve assez fondamental et c'est pour ça que je vous en parle. De quoi parle David Graeber? euh, David Graeber parle du fait qu'il y ait plein de gens qui soient concernés par ce qu'il appelle des bullshit jobs. Lui, dans sa définition à lui du job à la con, c'est pas vous qui devez juger si le job de quelqu'un d'autre est un job à la con. Ce sont les jobs où la personne sait qu'elle est dans un poste qui ne sert à rien. Selon lui, si vous êtes dans un poste où les gens pensent que vous ne servez à rien et où vous-même vous pensez que vous ne servez à rien, alors oui, vous êtes sûrement dans un job à la con, dans un bullshit job. Alors, je prends la table des matières pour m'aider un peu à suivre. Je vais faire qu'une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Là, c'est vraiment pour vous exposer ce livre qui a été assez instructif pour moi et je pense qu'il peut être instructif pour tous, notamment si vous vous sentez concerné. Ça peut vous aider à savoir si vous êtes vraiment concerné par ça. Peut-être que finalement vous vous dites à première vue, mon job c'est un job à la con. Et en fait, vous vous rendez compte que même si il y a 50% de votre temps où vous avez l'impression de faire des trucs inutiles, en fait, le reste du temps, vous faites un vrai boulot utile. Ou peut-être que vraiment, vous êtes dans un job à la con et que ça vous déprime un peu et que vous avez envie de démissionner. Donc, voilà, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Si vous vous sentez un peu concerné, n'hésitez pas à lire le livre ou si vous aimez bien les sujets de sociologie, d'organisation de la société, etc. Vous pouvez aussi être intéressé par ce livre. Oui, un job à la con, c'est pas un job difficile. C'est peut-être difficile pour vous. Vous êtes peut-être à deux doigts du burn-out, etc. Mais ça peut être quand même parce que votre job est utile. Et c'est souvent les gens qui sont utiles qui bossent beaucoup, surtout quand ils sont encadrés par des gens qui ont des jobs à la con. Parce que imaginez une administration où il y ait une personne sur le terrain et un manager, ça veut dire qu'elle coûte en gros 2 fois et demi le prix du technicien, parce qu'évidemment le manager est mieux payé, pour faire le boulot d'un technicien. Et donc les gens qui payent, que ce soit une administration ou une entreprise, vont s'attendre à avoir le boulot qui correspond à ces 2 fois et demi le prix. Et donc, faut pas s'étonner que le mec il bosse 2 fois plus en bas. Voilà. Parce que son manager ne l'optimise pas tant que ça. C'est un temps plein pour optimiser une personne, c'est pas une bonne échelle. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de cas où c'est pas un job à la con. Par contre, c'est un job difficile. Ça, je l'entends bien, je le comprends bien. Il dit même que certains jobs à la con sont des jobs néfastes. C'est-à-dire où vous passez du temps à faire des choses nuisibles à la société. Il explique dans son bouquin que la définition de job à la con, c'est une définition un peu subjective et que c'est fait exprès. C'est fait exprès, voilà, pour lui. Si vous sentez que votre job est un job à la con, c'est probablement parce que c'en est un. Peut-être que vos collègues pensent que non. Si vraiment tout le monde pense que c'est un job à la con, là, c'est sûr que c'en est un. Beaucoup de gens pensent que les jobs à la con, c'est le secteur public. Et parmi les exemples qu'il donne, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le secteur public. Donc, ce n'est pas un phénomène de fonctionnaire. Et moi, je dirais même que c'est assez généralisé et que c'est très, très, très important dans les grandes entreprises. Il y a beaucoup de gens dans les grandes entreprises et même dans certaines PME qui sont complètement dans des jobs à la con, qui ne servent à rien, qui savent qu'ils ne servent à rien, qui sont là pour organiser des réunions, etc., etc. Ma conjointe a été dans le service qualité d'une entreprise. Je ne vais pas dire laquelle ni dans quel secteur d'activité. Elle a été dans le service qualité d'une entreprise. Et son boulot, c'était notamment d'assurer en partie la sécurité de la production. C'est-à-dire, elle devait faire des contrôles sur la qualité des produits pour s'assurer que les produits ne soient pas dangereux. Et en fait, il s'avérait, elle ne savait pas effectivement quand elle a signé son contrat, que l'entreprise dans laquelle elle était n'en avait rien à foutre
de ses préconisations. Et en fait, eux, ils l'avaient embauché simplement pour avoir des papiers qui justifiaient que les trucs n'étaient pas dangereux. Elle était clairement dans un job à la con. Et dès qu'elle a pu démissionner, elle s'est barrée. Et bon, il y a un chapitre qui s'appelle de la distinction entre les jobs un peu, beaucoup ou intégralement à la con. Bon, ben voilà. Vous lirez tout ça si ça vous amuse. Vraiment, c'est un livre sérieux, même si la formulation est un peu amusante. C'est un livre sérieux. Et justement, dans ce chapitre-là, il y a un graphique où il parle de gens dans les entreprises aux États-Unis qui pensent qu'en moyenne, 45% uniquement de leur temps est utile. Donc, c'est des jobs un peu à la con dans son acceptation. Il donne différents types. Il parle de larbins, ce sont tous les gens qui sont là pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, les assistants, les secrétaires, dont le but en fait c'est d'assister quelqu'un qui n'a pas besoin d'être assisté et qui servent principalement à flatter l'ego de cette personne-là. Ensuite, il parle de porte-flingue, donc c'est tous les gens qui font du lobbying, qui font du conseil, etc. Mais non pas pour améliorer les choses, mais pour, encore une fois, un petit peu flatter l'ego de l'entreprise, qui oui, on a des consultants, oui, on a des gens qui jouent au golf avec nos clients, des choses comme ça, alors que le client est quand même signé à la fin, quoi. Les rafistoleurs, les gens qui sont là pour régler des problèmes qui ne devraient pas exister. Ensuite, il parle de gens qui cochent des cases, qui remplissent des formulaires, qui servent à rien. Il y a plein de gens dans l'administration où c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont là pour pointer des choses qui pourraient être très bien pointées automatiquement, voire pour présenter des dossiers qui sont reçus en réorganisant, en remplissant des formulaires différents du formulaire envoyé par l'utilisateur final, par le contribuable par exemple. Ensuite, ces formulaires sont reformulés dans un autre formulaire qui est renvoyé à quelqu'un d'autre qui le lit et éventuellement resynthétise le truc. Enfin voilà, et vous avez tout un tas de couches de gens qui écrivent des choses qui sont lues par une ou deux personnes et qui ne sont pas forcément utiles. Ça, c'est un peu les cocheurs de cases. Et évidemment, toute la partie petit chef, manager intermédiaire, il parle de ça, qui souvent sont pas utiles pour des équipes qui pourraient se manager toutes seules, mais qui quand même se managent. Alors, il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein d'anecdotes de gens voilà, qui ne sont pas présentés au travail pendant des années, ou qui sont présentés au travail ou qui faisaient autre chose, qui faisaient semblant de travailler, etc. Quand ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait un job à la con. Après, pour lui, c'est pas un bon plan. Il explique vraiment que le job à la con, c'est un truc qui va vous pourrir votre morale, qui va vous rendre dépressif. Il pense comme Maslow, la fameuse pyramide, la plupart des gens connaissent. Il pense que l'accomplissement, c'est important. Je ne sais pas si j'utilise ce terme-là, je vous synthétise le livre. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et je relis le sommaire, donc je m'autorise à dire quelques conneries. Et du coup, il vous déconseille d'aller dans des jobs à la con ou vraiment temporairement pour gratter un peu de fric parce que vous en avez besoin pour autre chose. Mais si vous restez toute votre carrière là-dedans, vous allez devenir fou. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un job à la con, il vous conseille, et moi je vous conseillerais, de vous préparer à vous en sortir. Et déjà, vous préparer à vous en sortir, ça ne veut pas dire démissionner demain. Vous pouvez faire un plan, vous pouvez organiser une reconversion professionnelle, vous pouvez commencer à chercher des jobs dans le même secteur d'activité, mais plus utiles que ce que vous faites. Vous pouvez évidemment vous mettre à votre compte et donc réfléchir à créer une entreprise. Ça, c'est ce dont moi je parle ici sur cette chaîne. C'est pas pour tout le monde, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire. Mais à partir du moment où vous allez commencer à réfléchir à comment sortir de ce job à la con, vous allez aller mieux mécaniquement, parce que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, et même si ça met 1 an ou 2 à sortir du tunnel pour une raison particulière, vous aurez un objectif. Et après, toute la fin, chapitre 5, 6, 7, sur 7 chapitres, il y en a 3 qui sont consacrés aux effets sur la société des jobs à la con. Et ça, moi, ça me paraît super important, parce que ça explique plein de choses sur notamment l'incapacité des finances publiques à gérer correctement les services rendus à la population, parce que dans le public, il y a une énorme prolifération des jobs à la con. Ça explique aussi pourquoi plein de grosses entreprises deviennent de plus en plus chères pour fournir des services de moins en moins qualitatifs, et c'est la prolifération des jobs à la con. Et tout ça, moi, je l'ai compris en lisant ce bouquin-là. Je pense que c'est super utile. Je pense que tous nos députés, tous nos sénateurs devraient lire ce livre avant d'écrire la moindre loi sur le fonctionnement du public. Et tous les syndicalistes devraient aussi lire ce livre, parce que des fois, ils ont l'impression de défendre les salariés en défendant des emplois, alors que c'est des emplois qui rendent les gens dépressifs, voire fous. Donc,
Peut-être qu'on devrait réorganiser la société pour faire la chasse à ces bullshit jobs. Ça réduirait les dépenses publiques, ça augmenterait l'efficacité de tout le monde et ça permettrait que des gens soient plus épanouis en faisant des emplois productifs. Voilà. J'aimerais bien, moi, par exemple, qu'on vire quelques centaines de milliers de fonctionnaires pour que ces gens deviennent maraîchers. Peut-être que tout le monde en serait plus content. Je caricature, évidemment. Je caricature, c'est pas un programme politique, ce que je vous dis. Mais peut-être qu'il y a plein de gens qui sont dans des jobs à la con aujourd'hui, notamment dans le public, mais aussi dans le privé, et qui gagneraient à faire des petits emplois productifs. J'ai dit maraîchage, mais ça peut être de la menuiserie, ça peut être des petits travaux, ça peut être enfin des choses concrètes qui améliorent la vie des gens au quotidien. Et en fait, ça coûterait le même argent, sauf que notre société serait plus productive et peut-être qu'on aurait plus de facilité à réduire les problématiques de balance commerciale, etc. Donc ça, c'est ces 3 derniers chapitres qui parlent de tout ça. Notamment, moi, un argument qui m'a beaucoup touché, où j'ai compris beaucoup de choses, c'est cette espèce de néo-féodalisme que constitue la société contemporaine, avec tout un tas de gens qui ont besoin d'avoir des gens en dessous d'eux. Et donc, ils vont créer des jobs à la con, parce qu'eux-mêmes ont un job à la con, ou passent une grande partie de leur temps à avoir des activités à la con, et qui, en plus, ressentent le besoin de se créer une cour pour assurer leur propre statut social. Et là, moi, j'ai peut-être une réponse à donner. C'est que le rôle de consultant, le rôle d'indépendant, c'est un rôle assez valorisant socialement. Donc peut-être que plutôt que d'envoyer tous les gens à des postes de manager intermédiaire où ils vont manager leur assistant qui sera lui-même un job à la con, une personne qui va faire une analyse du travail en remplissant des tableaux Excel que personne va lire, qui sera aussi un job à la con, plus le responsable de service qui est aussi un job à la con, et tout ça pour faire plaisir aux dirigeants de l'entreprise, parce qu'il a un service qualité, par exemple, où tout le monde est un job à la con, avec une assistante, un responsable et un technicien, voilà. Ben, je dis pas que c'est un job à la con, la qualité, c'est super utile, la qualité dans l'entreprise. Mais c'est des choses qui existent. C'est pareil pour les RH. Les RH, c'est utile, mais des fois, il y a plein de RH qui font pas leur boulot. Et donc, il y a des entreprises où le service RH, c'est un service rempli de gens qui ont des jobs à la con. Et des fois, avoir une personne en haut, un ou deux consultants qui interviennent et quelques exécutants, ça suffit pour faire marcher une TPE ou une PME. Et on n'a pas besoin d'un service RH, d'un service communication, etc., etc., qui favorise la prolifération des jobs à la con. Donc pour moi, le fait qu'aujourd'hui, en 2024, il y ait 2 fois plus d'indépendants qu'en 2014, c'est lié à cette problématique des jobs à la con. Il y a des gens qui fuient les jobs à la con pour devenir des consultants et faire le même métier, mais en focalisant sur 3 ou 4 entreprises et non pas sur une seule. Parce que si 30% de votre temps, c'est de l'utilité, et le reste du temps, c'est pour faire plaisir à votre patron, pour faire plaisir aux autres services, pour faire des réunions entre les directeurs des différents services, etc., vous êtes sûrement en partie dans un job à la con. Et peut-être qu'avoir 3 clients, où vous consacrez à chacun les 30% utiles et une toute petite partie de votre temps à faire des réunions, des synthèses, etc., ce sera peut-être beaucoup plus valorisant pour vous. Ce sera plus utile pour la société pour qui ça coûtera moins cher à la fin. Vous ne serez pas obligé d'avoir un assistant pour vous sentir mieux et donc vous n'avez pas créé un deuxième job à la con ni un troisième job à la con. Et à la fin, tout le monde y gagne. Et ce qui est important pour moi, c'est de tirer la société vers le haut, c'est de tirer la rentabilité de la société vers le haut. Et quand je parle de rentabilité, c'est du point de vue des services et des biens produits par rapport au temps passé par l'ensemble de la population. Là, je ne parle pas de capitalisme, je ne parle pas d'argent, je parle de comment on améliore le niveau de vie global de tout le monde en consacrant notre énergie à des choses utiles. Et la disparition des jobs à la con, c'est le programme politique qu'on devrait tous avoir pour améliorer notre société. Voilà. Et c'est un des seuls moyens de régler le problème de la dépense publique. Bon, je trouve ce bouquin passionnant. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si les vidéos sur l'entrepreneuriat, je ne vais pas faire que des revues de livres, si les vidéos sur l'entrepreneuriat vous intéressent, abonnez-vous. Il y a un serveur Discord pour parler d'entrepreneuriat. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.